Je m'appelle Chloé Antonucci, je suis référente facturation électronique chez Penny Lane depuis 3 ans et nous allons recevoir 2 experts pour discuter des questions encore ouvertes autour de la réforme, des incertitudes, notamment à l'aube de l'ouverture de l'annuaire. Pour décrypter ces sujets et répondre à ces enjeux, j'invite à me rejoindre sur scène Damien Charrier, président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables, et Sébastien Rabineau, directeur de la facturation électronique à la DGFiP, accompagné par le grand classique. Bonjour messieurs, je vous en prie. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, merci à vous. Bonjour Merci. à toutes et à tous. Alors, pour commencer cette table ronde et avant de rentrer dans le vif du sujet des impacts concrets et des questions qu'on pourrait avoir, on vous propose de recontextualiser donc la réforme, peut-être nous rappeler les grandes lignes, les objectifs de celle-ci. Sébastien, peut-être un mot à ce sujet ? Oui, absolument. Bonjour à tous. Donc effectivement, la réforme de la facturation électronique, ici je suis dans une salle où il y a un certain nombre de gens qui en ont entendu parler, mais il m'arrive assez régulièrement d'en faire la présentation. Et je la présente souvent en disant qu'en fait il y a 2 réformes. Il y a une réforme qui concerne la manière dont les entreprises s'échangent des factures pour essayer de la rendre la plus efficace possible, la plus simple, la plus juste pour elles. Et il y a une deuxième réforme qui consiste au passage à capter des données pour l'administration, de manière à ce qu'on puisse simplifier la relation avec l'administration et la manière dont ça se passe. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, aujourd'hui, vous êtes obligé, pour mettre à l'appui de la comptabilité des entreprises, de réunir un certain nombre de pièces justificatives, des factures, des aides de caisse, un certain nombre d'éléments. L'idée, c'est de se dire que si vous êtes correctement équipé, le moment où vous pouvez transmettre ces éléments pour établir votre comptabilité de manière solide, vous pouvez aussi les transmettre à l'administration pour faire une déclaration. La facturation électronique, c'est quelque chose qui progresse pour ces avantages-là, et ainsi que pour d'autres qui sont liés à la traçabilité, à l'horodatage. Ça progresse aujourd'hui de manière importante depuis 30 ans. C'est né il y a 30 ans, c'est pas nous, c'est pas l'État qui l'a inventé. Et depuis 30 ans, ça progresse d'une manière qui est un peu particulière, c'est que c'est les acteurs économiques les plus forts qui finalement imposent la facturation électronique, souvent au travers de portails dédiés. Et donc ce qu'on veut éviter, là où l'État prend son rôle de régulateur pour se mettre en situation un peu de protéger aussi les petites entreprises, les TPE, les PME, c'est de se dire qu'une entreprise serait obligée de faire le tour de ses fournisseurs. On pense aux énergéticiens, aux télécoms qui avant envoyaient dans les boîtes mail et qui maintenant mettent à disposition sur un portail. Et puis ensuite faire le tour de ses clients. On pense évidemment aux centrales d'achat, à l'industrie, à Chorus Pro aussi, d'une certaine manière, qui est obligé de faire le tour aussi pour déposer ses factures conformes. Et donc l'enjeu, c'est de se dire qu'on arrive avec la facturation électronique à réguler les choses pour que ça soit plus simple et plus efficace. Et donc je pense qu'ici, où il y a une forte intimité avec les enjeux d'établissement de la comptabilité, on comprend bien quels sont les intérêts qu'on peut tirer de ça. Est-ce qu'on peut avoir un peu de visibilité sur le déploiement de la réforme, l'agenda, et notamment parce qu'une question qu'on se pose de manière récurrente, mais moins qu'avant quand même, c'est est-ce qu'il y a un nouveau report à craindre ou est-ce que toutes les mesures sont prises pour que la fameuse date de septembre 2026 soit maintenue ? On a fait un gros changement de philosophie en octobre dernier, justement en séparant un petit peu cet aspect manière dont les factures s'échangent de l'aspect captation des données par l'administration. Et ça a quand même un avantage, je crois que c'est Damien qui l'a dit le premier en ces termes dans les Échos, c'est-à-dire que finalement on est meilleur comme État régulateur parce qu'on n'est plus offreur de solutions. Et les offreurs de solutions sont plus libres, plus capables d'avancer parce que l'État n'est plus finalement en concurrence avec eux, avec un modèle qui n'avait pas beaucoup de sens pour la plupart des entreprises. Et donc cette situation-là, elle nous met en situation de sécurité, mais elle a impliqué beaucoup de travaux pour essayer de rendre les choses le plus simple, la réforme la plus pratique et praticable. Et donc depuis 6 mois, on travaille beaucoup avec la commission de normalisation, pour essayer de mettre d'accord l'ensemble de l'écosystème sur des pratiques, des formats qui soient proches de ce que font aujourd'hui les entreprises. On travaille beaucoup aussi sur la sécurisation juridique et on travaille beaucoup au développement de l'annuaire. L'annuaire, il est mis en production et les PDP sont en train de rentrer dessus. On attend avant l'été des échanges de factures en utilisant l'annuaire et les formats qui pourront prouver que ça y est, maintenant, techniquement, on est prêt. Il reste tous les enjeux de déploiement. On a jusqu'à septembre 2026, donc on a encore du travail, mais en tout cas, au moment où on se parle, je dirais que techniquement, à la fois d'un point de vue informatique et juridique, les choses avancent très bien et l'écosystème aussi, les éditeurs, les PDP, donc Penny Lane, avancent très bien aussi dans la préparation de leurs offres. On s'attend à ce qu'il y ait bien une offre en face de chaque entreprise et de chaque cas pratique. Il reste maintenant le déploiement qui est en soi un défi qui nous concerne tous. Exactement. Effectivement, on a la chance de pouvoir participer à ces travaux depuis plusieurs mois désormais et de voir la réforme se concrétiser. Merci pour ces éléments un peu de hauteur, de théorie, de déploiement. Ce qui nous intéresse nécessairement, c'est les impacts concrets et notamment peut-être au niveau de la profession. Damien,
quel est l'impact dans le quotidien des cabinets et peut-être déjà partager des retours terrain, des blocages, des inquiétudes ou même des éléments de réassurance que vous avez pu entendre auprès de la profession. Oui, alors déjà pour rebondir sur les incertitudes par rapport au calendrier qui a été évoqué par Sébastien Rabineau, je pense que le premier point pour réduire l'incertitude, c'est déjà de sécuriser le calendrier. Et je tiens à adresser au passage un remerciement en fait aux élus du Conseil national et des conseils régionaux qui se sont fortement mobilisés auprès du monde parlementaire pour expliquer, faire de la pédagogie, expliquer aux entreprises pourquoi ce mouvement, et c'était un mouvement d'intérêt général et c'était favorable pour eux, ce qui a permis de réduire cette première incertitude qui était l'incertitude de calendrier. Ça aurait été quand même dommage de venir contrarier une dynamique collective qui était déjà bien lancée, y compris par l'ensemble des partenaires technologiques de la profession. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on fait régulièrement des études d'opinion. Donc la dernière en date, c'est une étude OpinionWays pour voir un peu quel est le niveau de préparation des entreprises et de préparation des cabinets. Dans ce qui remonte en fait dans les inquiétudes, souvent est cité le risque de dysfonctionnement technique. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un besoin de voir comment ça marchera concrètement. Et donc là, voilà, je pense qu'il y a des étapes qui sont imminentes, qui vont être importantes pour que tout le monde puisse concrètement voir comment ça marche et vérifier que ça marche. Ça, c'est le premier point. Et après, il y a quand même quelque chose qui revient aussi, qui est la notion de coût ou de travail supplémentaire. Alors, c'est peut-être contre-intuitif parce que c'est vrai qu'on a tendance à lire assez rapidement qu'une fois que tout ça sera mis en place, on sera dans un monde merveilleux. En attendant, il faut quand même être concret. Dans les cabinets, il va y avoir du boulot, beaucoup de travail pour accompagner l'ensemble des clients. Et puis, on a quand même une période, et on y reviendra peut-être, entre septembre 2026 et septembre 2027, où on va coexister en fait sans flux. De transition, à la période de transition, et ça va forcément pas être la plus simple à gérer. Donc, d'où la nécessité de se préparer largement en amont sur cette réforme. Et dans cette phase de préparation, quelles recommandations vous partagez avec la profession? Peut-être les étapes que vous recommandez d'initialiser avec cette première date butoir qui est septembre 2026? Alors, vous avez en fait, je vous engage sur le site de la profession et notamment dans l'espace privé qui est accessible à tous les experts comptables et à tous leurs collaborateurs. Si vous avez effectivement fait une délégation compte expert, vous avez un centre de ressources sur la facture électronique et il y a notamment, alors il y a plein de flyers, il y a des flyers d'information qui sont plutôt orientés clients et que vous pouvez personnaliser avec le logo du cabinet. Et puis vous avez des flyers plutôt orientés méthodologie, donc comment on fait concrètement dans le cabinet pour se préparer à la facture électronique. Donc on a retenu, il y a un flyer qui reprend en fait en synthèse 5 étapes clés. La première, c'est de comprendre la réforme et l'impact pour ses clients, c'est de mettre tout le monde à niveau. Ensuite, de diagnostiquer les flux. Donc là, il y a un vrai travail d'inventaire à faire. Donc, il faut à la fois diagnostiquer les flux des clients, cartographier les clients, savoir quel est leur niveau de maturité digitale. On a quand même tous dans nos cabinets des clients qui sont encore 100% papier. Ça existe encore. Et donc, en fait, ceux-là, on sait qu'on va avoir plus de travail à faire pour les amener en fait et à faire en sorte que la marche soit pas trop haute. Est-ce que vous mettez à disposition des matrices pour aider à cet exercice ou c'est vraiment propre à chaque Oui. cabinet? Alors, il y a aussi de l'information sectorielle qui est disponible sur le site du Conseil national. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à aller consulter ce centre de ressources. Ensuite, une fois qu'on a fait ces 2 premières étapes, il faut informer les clients. Pour certains d'entre eux, peut-être proposer un accompagnement spécifique et une mission spécifique s'il y a certaines complexités. Et la dernière étape, ce sera en fait de choisir les outils. On prépare. Alors j'ai le droit de faire une page de publicité à ce moment-là. Je vous en prie. Voilà, donc le congrès de Lyon, pour ceux qui ne seraient pas encore inscrits, grand congrès de la profession du 17 au 19 septembre 2025. Et donc en fait, on sortira notamment le guide des PDP. Donc ça permettra à tout le monde d'avoir une vision globale sur à la fois les coûts, les fonctionnalités, et donc de revenir vers ses clients avec le maximum de réponses. Très bien, très intéressant. Est-ce que, Sébastien, vous avez des éléments à apporter sur les impacts concrets que vous avez pu percevoir, notamment dans vos rencontres et vos journées de facture électronique que vous faites, pour compléter la réponse de Damien? Juste pour compléter, parce que finalement, il y a les cas simples où le choix d'une PDP va permettre d'emporter l'essentiel du sujet parce qu'on le rapproche de la comptabilité. Il y a des cas un petit peu plus compliqués. Souvent, on prend l'exemple du commerçant qui, par ailleurs, fait de la vente en ligne.
qui du coup est condamné pour une partie de ses activités à passer par une PDP qui n'est pas forcément celle qui a été choisie comme PDP principale pour l'émission des factures, etc. Et donc c'est important d'avoir un peu du sur-mesure. C'est là où il y a une grosse force à apporter du côté des cabinets d'expertise comptable, c'est d'être capable de s'adapter à la situation réelle de l'entreprise qu'ils ont devant eux, dans la diversité de ses flux, etc. Donc il ne faut pas craindre de devoir coller aux outils qui sont aujourd'hui utilisés par l'entreprise. Je crois que c'est ça le risque, c'est de se dire je veux absolument que ça passe par la PDP principale et donc du coup j'empêche tout ce qui peut passer d'autres flux, etc. Je pense qu'il faut être plus raisonnable que ça. Même dans ces cas-là, on a un gain à la facturation électronique parce que le fait de se mettre sur des formats qui sont standardisés permet une réintégration plus facile. Et donc, il faut prévoir la chose qui est la plus simple pour l'entreprise, pas forcément la chose qui est la plus simple pour le comptable. C'est un peu une difficulté à laquelle vous allez être confronté concrètement dans des cas très précis et sur lesquels il est important de se rapprocher au maximum des outils qui sont utiles au fonctionnement de l'entreprise. La réforme sera réussie de mon point de vue si les entreprises utilisent au maximum les outils qu'ils utilisent déjà aujourd'hui quand c'est possible. Peut-être pour effectivement apporter le point de vue cabinet sur cette remarque-là. Oui, bien sûr, effectivement, il va falloir être à l'écoute de ses clients, enfin notamment ceux qui ont des activités peut-être un peu plus complexes. Néanmoins, dans les cabinets, on a quand même un enjeu de massification parce que il y a 91 PDP, je crois, à date, ou enfin, en vrai, une petite centaine. Si effectivement on se met à travailler avec 100 PDP, ça va vite être, ça peut vite devenir compliqué dans l'organisation du cabinet, dans la formation des collaborateurs. Donc voilà. Alors voilà, c'est juste le petit je contrebalance en disant il faut quand même que voilà, se faire une religion et sur les besoins standards, bien miser en fait sur investir sur un outil. Voilà. Sachant qu'on peut trouver à aligner les intérêts tant du cabinet que de l'entreprise. Et d'ailleurs, nous, on travaille régulièrement avec nos cabinets partenaires et partenaires en devenir pour comprendre quelle est la meilleure couverture logicielle, utiliser les API standardisées dont on va parler un petit peu après pour permettre de répondre aux besoins de l'entreprise, ses spécificités métiers, les contraintes du cabinet et éviter d'éparpiller un portefeuille client parfois conséquent sur une centaine de PDP qui, malgré l'interopérabilité, peut rendre l'usage un peu compliqué. Et justement, en parlant de choix de PDP, il y a cette étape cruciale qui est l'ouverture imminente de l'annuaire, vous l'avez dit en introduction. Il y a pas mal de travaux qui ont été faits, on est en train de terminer les vagues de tests. Et pour pouvoir mettre à jour l'annuaire, déclarer une PDP, il y a plusieurs manières de le faire. Soit l'entrepreneur le déclare, ce qu'on appelle la procédure en direct en quelque sorte, soit il peut décider de déléguer ce choix à un tiers de confiance, ce tiers de confiance pouvant être l'expert comptable. Et donc on a parlé récemment d'un mandat régulier, et ça nous intéresserait d'en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce que ça signifie et notamment quelles recommandations vous pouvez donner sur le déploiement, la mise en place de ce mandat par rapport au choix d'une ou de plusieurs PDP pour une entreprise. Effectivement, alors déjà ça a été une annonce qui a été extrêmement appréciée par la profession, ça je tiens à le signaler, et l'annonce a été faite sur la journée de la facture électronique. Donc c'est effectivement une reconnaissance que, d'ailleurs c'est ce qui ressort dans un certain nombre d'études, en fait, les entreprises attendent de l'information sur la facture électronique de la part de leur expert comptable. Le premier conseil qui ressort dans les études, c'est expert comptable. Donc voilà, on est ravis de pouvoir utiliser ce mandat, donc avec un formulaire d'inscription qui sera multisirène et que donc l'expert comptable pourra compléter pour le compte de son client. On a déjà fait une première lettre à la profession sur cette possibilité et on est en train de préparer en fait pour que ce soit plus simple pour vous. Donc ça devrait arriver dans les, allez, on va dire dans les 15 jours, un modèle en fait qui sera directement utilisable dans les cabinets. Après, on a des retours terrain. Certains cabinets en fait l'ont déjà fait, ont déjà circularisé tous leurs clients. Oui. Il y a au final assez peu de questions des clients parce que ceux qui ne l'ont pas fait se posent la question de est-ce que ça va susciter énormément de questions côté client. Il y a des questions, mais voilà, globalement en fait ça rentre dans un usage assez standard, donc ça ne crée pas une énorme vague en fait. Oui, puis j'ai le sentiment qu'il y a à distinguer donc les clients existants et les nouveaux clients parce que la lettre de mission joue un rôle crucial dans la définition du périmètre d'action du cabinet. Et donc de nos discussions, on comprend qu'un certain nombre d'entre eux discutent déjà de la réforme de la facturation électronique au moment de l'embarquement du client, et donc ça fait partie de la liste des choses dans la lettre de mission. Est-ce que par rapport à ce rôle de tiers de confiance en général et en particulier vis-à-vis de la profession, l'administration a des attentes spécifiques? Oui, Damien le disait, nous on a mené nos études aussi pour savoir un petit peu
à quelle sauce on allait être mangé à titre personnel et collectivement sur la manière dont les entreprises attendaient du conseil et de la recommandation. Et donc le premier critère est de loin la première source pour eux d'informations sûres, c'est soit l'expert comptable, soit le comptable interne quand la comptabilité est internalisée. Derrière, il y a les éditeurs, derrière, il y a les chambres consulaires, les fédérations professionnelles, et après, il y a l'administration. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en coulisses à Damien. On a le sentiment qu'en réalité, il y a une maturité assez rapide des gens qui considèrent que la meilleure manière de répondre à l'obligation, c'est de la rendre utile pour leur comptabilité, et que là-dessus, ils ne vont pas demander un outil conseil pour un outil de facturation pour gérer leurs factures avec leurs partenaires commerciaux à leur inspecteur des impôts. En fait, ils voient assez vite que c'est pas là que se situe l'expertise sur le sujet, mais qu'elle se situe plutôt du côté du comptable, du côté de celui qui leur apporte finalement déjà aujourd'hui sur des domaines qui sont complexes, la TVA, la facturation, etc., qui leur apporte déjà de l'expertise qui leur permet d'adopter une partie de la complexité de ces sujets-là qui sont pas du tout triviaux. Et donc, du coup, ce qu'on attend de la profession, mais c'est déjà le cas, c'est qu'elle soit au rendez-vous de cette conversation-là avec les entreprises, parce que, encore une fois, si l'enjeu, c'est simplement de fabriquer des factures conformes, ce sera relativement facile à faire, on en est sûr aujourd'hui. L'enjeu, c'est de faire des choix qui permettent de bénéficier des avantages de la facturation électronique et pas seulement de remplir un enjeu de conformité à une obligation. Et là-dessus, la force de la connaissance du terrain, de la connaissance de l'entreprise, qui est celle de l'expert comptable, c'est précisément d'être capable d'identifier rapidement quelles sont les solutions qui sont les plus adaptées pour faire du sur-mesure et pas pour essayer de plaquer une idée générale qui existera sans doute aussi dans les sollicitations commerciales reçues par les entreprises sur tous les schémas. Donc il faut qu'on arrive à avoir ce filtre-là d'intelligence, d'expertise qui est apporté par le cabinet d'expertise comptable. Oui, puis vous l'avez dit, mais les avantages amenés par cette électronisation des flux, on peut les percevoir dès maintenant. C'est-à-dire que la réforme est un accélérateur, mais il y a plein d'intérêts à se digitaliser. Alors c'est toujours le coût du changement, perdre du temps maintenant pour en gagner après, ça va pour transformer le cabinet, transformer les entreprises. Mais nous, en tout cas, on milite beaucoup pour adopter des bonnes habitudes de facturation électronique, par-delà la norme, pour y aller plus loin et gagner du temps dès maintenant. Oui, de ce point de vue-là, c'est la première fois que j'ai vu un logiciel avec lequel on commençait à prendre en photo des factures, des notes de frais, etc. C'était bien avant d'entendre parler pour la première fois d'une réforme de la facturation électronique. Disons-nous aussi les choses, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, pour le coup, que ce soit Penny Lane ou d'autres, ils ont quand même assez largement cette volonté d'équiper et d'essayer de centraliser les flux, etc. Elle a anticipé quand même assez largement la réforme. Ah oui, non, mais la réforme, c'est juste une surcouche d'un écosystème qui était déjà digitalisé, notamment des grandes entreprises qui n'avaient pas d'autre choix que de le faire. Donc, Oui, juste quelques chiffres, parce qu'effectivement, on a quand même un enjeu collectif. Alors, bon, si vous êtes ici, je pense que vous avez sans doute d'autres connaissances dans d'autres cabinets, donc portez ce message. J'aime bien quand même redonner les chiffres de la profession. La profession, c'est 22 000 experts comptables, c'est 190 000 collaborateurs, donc on représente une branche avec 210 000 personnes, et on accompagne 3,5 millions d'entreprises. Bon, tout ça pour dire que je pense que avant que les 3,5 millions d'entreprises soient toutes informées parfaitement de la réforme et choisissent leur PDP, il y a quand même un peu de boulot. Donc voilà, ça c'est effectivement l'engagement qu'on prend en tant que Conseil national et bien sûr avec l'appui de l'ensemble des conseils régionaux, c'est de donner ces informations-là. Après, voilà, charge au cabinet quand même de s'en saisir, parce que les instances, elles peuvent pas tout faire non plus, et surtout pas aller sur le terrain. Mais voilà, l'engagement du réseau de la profession, hein, c'est d'informer l'ensemble, la collectivité des entreprises. Oui, et d'où l'intérêt de saisir l'opportunité d'en parler et d'éduquer dès maintenant, parce que c'est un travail de longue haleine, c'est pas facile, et même si septembre a l'air d'être dans longtemps, ce travail-là, il a commencé hier, en quelque sorte. On parlait justement donc de choix de PDP, de désignation de PDP. Un sujet qui revient nécessairement, c'est toutes les interrogations autour du changement de PDP, de la liberté du choix de la PDP, du nombre de PDP. C'est quoi votre vision par rapport à ça? Ça veut dire quoi changer de PDP? Qu'est-ce que ça implique, les conséquences pour l'entreprise ou le cabinet? Vous avez des... Oui, ben, je peux commencer par revenir sur ce que ça implique d'un point de vue purement juridique et technique. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure du mandat qu'on pouvait donner à son expert comptable pour le faire. Il y a un autre outil qui a été important, qui s'est précisé au premier semestre de cette année pour faire face justement à des questions très concrètes sur le choix de la PDP, c'est l'accord formel de désignation de la plateforme de réception. C'est-à-dire qu'en réalité, ce que
l'expert comptable peut signer désormais et ce qu'il ne pouvait pas signer auparavant, c'est cet accord formel qui dit au nom de l'entreprise, je suis d'accord pour que typiquement Penny Lane soit ma plateforme de réception. Et donc uniquement sur la plateforme de réception, puisque c'est là où se situe aussi l'enjeu pour l'administration d'avoir un annuaire qui soit parfaitement à jour, etc. Et donc l'idée, c'est que au travers de ces travaux qu'on a fait pour élaborer cet accord formel de désignation de la plateforme de réception, on s'est mis en situation d'imaginer effectivement que il y en a qui n'allaient pas écouter leur expert comptable et qui allaient donc se tromper de solution au début et qui donc allaient devoir changer pour se rapprocher de la solution finalement qui leur bénéficierait le plus. Blague à part, c'est vrai que c'est un peu ça le sujet, c'est-à-dire que on sait que sur le volume des 8 millions d'entreprises qui vont avoir à choisir quelqu'un, il y aura des erreurs. Et donc l'idée, c'est de se retrouver dans une situation qui n'est pas celle qu'on peut connaître dans d'autres mondes logiciels, dans lequel on a besoin de 6 mois de travaux et d'un accompagnement assez fort pour pouvoir changer de logiciel ou des choses comme ça. Donc on voulait quelque chose qui soit assez simple. D'où 2 idées, on va en reparler un tout petit peu, mais l'API, l'idée de standardiser au maximum les flux pour que ce soit plus facile de changer, et puis l'idée de fixer un certain nombre de règles qui séparent l'enjeu technique d'échange de factures des enjeux commerciaux. Donc ça veut dire que si jamais vous avez signé avec une PDP et que finalement les services qu'elle vous apporte ne correspondent pas à ce que vous vouliez, si jamais vous êtes passé par une solution de facturation qui finalement ne répond plus à vos besoins en tant qu'entreprise, vous pouvez changer, désigner un nouvel acteur, indépendamment de ce que ça emporte commercialement, mais ils ne peuvent pas vous retenir sur le fait de désigner votre plateforme de réception. Et donc ça veut dire que ce truc-là est important, ça veut dire que ce soit pour un crash économique, que ce soit pour une complexité, que ce soit pour un désaccord, que ce soit parce que c'est pas la bonne solution et que vous vous en rendez compte au bout d'un moment, il vous suffit de signer avec quelqu'un d'autre et de signer cet accord formel pour que vous puissiez changer de solution sans avoir besoin particulièrement de vous expliquer. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, parce que effectivement c'est bien de préserver cette liberté de changement de PDP, mais c'est un peu nouveau pour la plupart des petites entreprises, elles vont peut-être choisir des PDP effectivement sans avoir une recommandation utile ou sans se rendre compte, et donc elles peuvent changer, mais elles risquent d'être engagées commercialement, financièrement, elles risquent peut-être d'accumuler des frais. Comment est-ce qu'on peut prévenir ça? Qui a un rôle à jouer en fait à cette étape? Alors, il y a d'abord les offreurs de solutions qui doivent être raisonnables dans leur approche, et c'est quand même assez généralement le cas. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup d'offreurs de solutions qui permettent de partir librement sans avoir des ruptures de contrat, etc. Après, on s'est posé la question collectivement, en discutant avec les fédérations professionnelles, les organisations représentatives, les offreurs de solutions eux-mêmes, de savoir s'il fallait mettre des limites commerciales sur le sujet. Et on ne l'a pas fait pour une raison simple, c'est que mettre des limites commerciales qui consisteraient par exemple à dire j'interdis tout abonnement, ça serait revenir sur parfois les abonnements qu'ils ont déjà. Parce qu'en réalité, la plupart du temps, les outils, il y a un certain nombre de clients qui utilisent déjà Penny Lane, qui ne vont pas changer, et donc en fait qui ont déjà signé un contrat dans lequel ils ont un certain nombre d'engagements, etc. Et donc ça veut dire que par exemple, moi je suis pas défavorable à ce que un offreur de solution il puisse dire, bah, écoutez, ça coûte, je sais pas moi, 20 € par mois, et puis si jamais vous vous engagez pour 3 ans, ça coûte 15 € par mois. C'est pas illégitime. Oui, bah ça c'est une technique commerciale comme une autre. C'est une pratique commerciale qui n'est pas illégitime et qui pose pas de difficulté majeure. Est-ce que du coup, cet engagement de 3 ans, je dois l'interdire sous prétexte de protéger les entreprises, ou est-ce que finalement je dois leur permettre, parce que c'est leur liberté, c'est un acte de gestion, c'est une liberté de choix d'aller ou pas vers ce type de démarche. En tout cas, c'est important de les prévenir que effectivement, s'ils changent de solution, ça règle la question. Ils disposent de leur solution de facturation, mais ça règle pas complètement le conflit commercial potentiel. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, on a gardé la ligne directrice du sans engagement, sans surcoût, pour justement prévenir ce genre de soubresaut de dernière minute. Damien, je vois que vous voulez réagir. Oui, parce que je pense au côté cabinet, en fait, sur la question qu'est-ce qui se passe quand on change de PDP. Donc, au-delà du rôle de conseil qu'on devra avoir naturellement, je pense quand même que ce sera une vigilance à avoir, puisque pour connaître vraiment les problématiques opérationnelles des cabinets, vous savez que tout n'est pas toujours parfait. Ça peut arriver, je pense aux flux bancaires, hein, des doublons, ça peut arriver, des journées manquantes, ça peut arriver. Et donc, je me dis, quand on va changer de PDP, en fait, on va augmenter ce risque, soit qu'il puisse y avoir des doublons à un moment donné, et surtout si ça n'a pas été prévu en fait par le système qui accueille les données, soit qu'il puisse y avoir des données manquantes ou des pertes de données. Donc, quand même, quand on va faire les premiers changements de PDP, enfin, on peut se dire que tout va se passer bien, mais je pense qu'il faudra qu'on mette du temps, de l'énergie et puis surtout du contrôle pour s'assurer en fait, qu'on a bien ce qui est la base de ce qu'on fait en compta, hein, des données exhaustives, fiables, enfin tout ce qui fait qu'une donnée comptable est une donnée comptable. Et ça, j'anticipe peut-être un peu une question sur les compétences cabinet.
il va quand même falloir encore dans les cabinets des gens qui connaissent la compta. Parce que, nécessairement, c'est vrai. Il est important de le rappeler. Je pense que c'est important de le rappeler. Et du coup, si on reste sur ce sujet PDP, parce que c'est celui qui nous fait couler pas mal d'encre, il y a la question de l'absence de PDP. On va arriver sur les premières échéances, septembre 2026. Je suis fournisseur, je veux facturer mon client parce que je suis une ETI, mais il s'avère que ce client-là en question n'a pas choisi sa PDP en réception. Autant je crois que les textes sont un peu clairs sur les sanctions en cas de non-utilisation de la PDP à l'émission, mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est quoi les voies de recours pour le fournisseur pour pouvoir se faire payer et donc envoyer sa facture au bon endroit? Comment on gère ce cas d'usage? Alors, il y a deux sujets. Il y a la question d'abord purement juridique sanction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas le cas dans le texte, mais on l'a déjà annoncé et c'est pas une surprise. Il y aura bien une sanction pour non-désignation de la PDP de réception, qui sera le support d'un dialogue avec l'administration, puisque quand l'administration dialogue avec le contribuable, elle commence par créer une sanction dans la loi pour pouvoir avoir une conversation qui démarre bien. Donc voilà, donc on va avoir cette première étape qui va être la création de cette sanction-là, qui va nous permettre, nous, d'envoyer des courriers en disant attention, vous avez une obligation de désignation de la PDP que vous n'avez pas respectée. Des courriers postaux Des courriers postaux? Non, en fait, tout dépend de la nature de l'entreprise et de la nature de la connaissance de l'administration sur l'entreprise. Donc ça sera un mail quand c'est possible, et parfois ça sera des courriers postaux. Mais vous savez, il y en a encore un peu, des courriers qui s'échangent. Bien sûr, mais les lettres recommandées électroniques marchent très bien aussi. Encore faut-il avoir une adresse mail. Mais j'imagine que les cabinets d'expertise comptable se mobilisent pour nous donner des adresses mail pour toutes les entreprises. Donc Et donc du coup, en attendant qu'on fasse ça, on a ce sujet. Effectivement, nous de notre côté, on va, y compris avant le 1er septembre 2026, faire des rappels. On va aussi faire une campagne. On y reviendra peut-être un tout petit peu en fin d'entretien, mais sur une campagne nationale pour rappeler à tout le monde l'obligation, etc. Mais il y en aura qui n'auront pas désigné de réception, soit par absence de motivation ou de connaissance de la réforme, soit par choix aussi. Là-dessus, il faut être très clair, de mon point de vue, les fournisseurs, et en particulier les gros fournisseurs qui vont démarrer dès le début, ils ont un rôle à jouer aussi. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, il y en a un certain nombre qui commencent à mettre sur leur facture, attention, au 1er septembre 2026, on aura besoin d'une plateforme de réception pour vous facturer. Ils sensibilisent eux-mêmes. Voilà. Ils vont aussi envoyer des courriers en disant je ne peux pas vous facturer par la voie normale, donc je vous facture autrement. Évidemment, on ne peut pas leur reprocher d'un point de vue fiscal aux fournisseurs, quand le client n'a pas désigné de PDP de réception, de passer par une voie qui n'est pas automatique. Mais malgré tout, eux, ils ont intérêt à unifier leur flux, donc ils vont envoyer des courriers. Et puis probablement, ça va aussi déclencher des sollicitations commerciales, parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de cas dans lesquels ils vont dire voilà la liste de ceux qui existent et qui sont disponibles. Donc il y a des travaux qui tournent autour de ça. En tout cas, il y a vraiment cette idée de dire que moi, je pense qu'il y aura, on est en train de mettre en place les mécaniques qui permettront de faire des relances un peu ciblées sur ceux qui n'ont pas désigné de PDP de réception. Il ne faut pas quand même surestimer l'enjeu. On parlait tout à l'heure du 1er septembre 26, de ce que ça allait être comme complexité pour les cabinets d'expertise comptable, mais aussi pour les comptables quand ils sont internalisés, d'avoir plusieurs flux à gérer. Donc moi, je crois quand même que cette période de transition, elle va être assez rapide pour l'essentiel des cas, et notamment pour les factures. Autant je pense qu'elle sera utile, cette période de transition, notamment pour le e-reporting, où il y a un petit peu plus parfois d'enjeux de complexité de flux, parfois il faut changer le logiciel de caisse, parfois il peut y avoir des choses un peu plus compliquées. Autant sur la facture, très vite, il y a cette idée de dire, en fait, quand t'es pas passé à la facturation électronique, tu m'embêtes aussi comme partenaire commercial, qui veut dire que la pression qu'ont un certain nombre d'acteurs pour passer sur des portails, etc., elle va se déporter du coup sur le fait de passer à la facturation électronique, de bien désigner leur plateforme de réception. Et donc, il faudra le traiter, mais je suis pas si inquiet que ça sur le fait que cette période soit relativement contenue dans le temps. Ok, tant mieux si vous n'êtes pas inquiet. Et justement, ça fait un peu une transition vers des problématiques un peu plus larges de fraude. Il y a une crainte qui revient assez souvent de la part de la profession, de la part des entreprises, avec cet annuaire qui est exposé, le fait de pouvoir s'envoyer à PDP des flux. Comment est-ce qu'on lutte contre les fraudes, le fait de recevoir de manière massive peut-être des factures qui ne nous sont pas destinées? Alors oui, on est censé les refuser, mais au démarrage, si je vais peut-être avoir des petits dégâts, comment on prévient tout ça? Comment est-ce que vous voyez les choses? Je peux commencer sur le sujet. Je pense qu'effectivement, le principal risque, je pense, c'est que aujourd'hui, on est quand même, et nos clients, en fait, sont quand même beaucoup encore habitués à fonctionner avec, en tout cas ceux qui matérialisent des bons à payer,
à fonctionner avec du papier ou même du digital, mais pas de la vraie facture électronique, c'est-à-dire une donnée qui disparaît. Donc moi je pense que on a quand même le risque en fait, c'est de perdre de substance en fait de cette donnée de facture et donc d'avoir quelque part des fausses factures électroniques, enfin qui sont valables électroniquement mais qui sont émises par le mauvais destinataire. Et ça c'est un risque réel. C'est un risque réel et c'est pour ça que je pense qu'il faudra qu'on modifie un peu les services qu'on propose à nos clients, peut-être pour scanner plus régulièrement le fichier d'écriture comptable et identifier en fait des flux suspects. Il va falloir qu'on muscle un peu cette partie-là dans l'accompagnement des cabinets ou des factures qui sont atypiques. Donc quelque part, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on sait déjà le faire, hein, c'est ce qu'on fait en audit, c'est peut-être ce qu'on fait moins côté expertise comptable parce qu'on se repose beaucoup en fait sur le client. Mais si on veut effectivement changer, aller vers un peu plus de full service, on va devoir intégrer ces nouvelles modifications. Par contre, et là je laisserai effectivement Sébastien en parler, on va pouvoir automatiser les contrôles parce qu'il y a des données qui sont digitales et on va pouvoir automatiser certains contrôles. Oui, en fait, toute réforme, en matière de fraude, elle ferme des portes qu'on a identifiées en amont. C'est-à-dire qu'on sait qu'on ferme les options de fraude, c'est un peu aussi pour ça qu'on fait la réforme. La question, c'est quelles sont les portes qu'on ouvre. En matière de fraude fiscale, on identifie assez bien les sujets parce qu'on les connaît bien et depuis longtemps. En matière de fraude commerciale, on est un peu moins dans notre jardin du côté de l'administration fiscale, donc on a monté un groupe de travail avec des éditeurs, des entreprises, des fédérations professionnelles pour essayer de travailler sur la question. Ce qu'on identifie, c'est que le monde n'est pas, l'alternative à la facture électronique, ça n'est pas la facture papier, c'est un monde dans lequel il y a de l'IA générative qui permet de produire en masse des fausses factures et de les envoyer par mail, et dans un monde dans lequel on joue la masse en se disant qu'il y en a bien un sur les 14 000 à qui j'envoie une facture ce matin qui va payer. C'est ça le monde, la fraude organisée industrielle qui est en train de se développer, c'est ça, c'est-à-dire j'ai une facture d'une grande marque qui couvre beaucoup d'entreprises en B2B. On parlait tout à l'heure, les gros clients habituels, c'est énergéticiens, télécoms, etc. Je fais une facture, je mets mon IBAN en bas et j'attends qu'il y en ait un qui paye et je fais ça en masse. Demain, la même facture qui passe dans le circuit, on est capable de détecter que le sirène n'est pas celui qu'il prétend être. Ça implique des contrôles, ça implique un travail des plateformes, ça implique un travail, il y a un certain nombre de choses qui peuvent évoluer, mais on se donne des armes pour lutter contre ce type de fraude qui sont aujourd'hui celles qui sont les plus efficaces. Donc ça veut dire que, est-ce qu'on ouvre des portes nouvelles au regard de la situation? Peut-être, on continue à chercher, on n'a pas trouvé quelque chose de massif. Est-ce qu'on ferme des portes par rapport à la situation actuelle en matière de fraude économique et commerciale? À coup sûr, là pour le coup, on a identifié qu'il y avait des éléments sur lesquels on arrivait à progresser. Maintenant, ça implique un travail collectif sur le sujet. Moi, j'ai hâte qu'on mette en place un système partagé, mais qui n'a rien à voir avec la réforme de la facturation électronique, mais qui permet de déterminer que quand il y a quelqu'un qui s'est fait prendre une fois, on arrive à bannir les sirènes suffisamment vite pour pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui se fasse reprendre. Oui, c'est une question que j'allais poser parce que nous, en tout cas, chez Penny Lane, on s'imagine avoir un droit de regard, un contrôle justement sur ces flux de données et notamment des sirènes qui viendraient être refusées plusieurs fois. On va mettre en place une mécanique de contrôle et je me demandais dans quelle mesure on peut partager ces informations. Est-ce qu'il y aurait une sorte de data lake des sirènes supposément frauduleux et on se rend compte que plusieurs PDP le reportent? Je ne sais pas si c'est déjà dans les tuyaux. Ça existe pour les IBAN. Il y a ce type de situation qui existe pour les IBAN. Aujourd'hui, ça n'existe pas tellement pour le sirène parce que ça n'est pas un objet de contrôle général, mais demain, ça le sera. Enfin, dans le cas des IBAN, il y a des signalements à l'administration, mais l'essentiel des offres sont privées. C'est-à-dire que c'est des gens qui offrent des espèces de silos de mutualisation du risque tel qu'il est noté par les différents acteurs qui versent dedans. Beaucoup d'acteurs bancaires, mais d'autres acteurs aussi. Donc là, on serait dans un peu dans la même logique. C'est-à-dire que je pense que cette offre, elle va exister. Est-ce que c'est le rôle de l'administration? Peut-être, en partie, ou en tout cas, à mon avis, au bout d'un moment, oui, parce qu'il faut nettoyer l'entreprise en question, et ça, c'est plutôt notre travail. Est-ce que pour la réponse rapide, on peut imaginer quelque chose de plus agile et qui dépend plus des plateformes? J'imagine que ça a du sens, mais laissons un peu de temps aux choses pour s'installer. Ouais. De toute façon, au démarrage, il y aura aussi de nouvelles choses qui vont être considérées. Avant qu'on passe sur un dernier axe qui porte sur la communication, l'organisation interne, on en a parlé un petit peu avant. Il y a les travaux de la commission AFNOR, où un certain nombre de spécialistes d'OD, de PDP, de fédérations se rassemblent. Beaucoup de discussions autour de la normalisation. Et il y a un sujet qui est clé, qui est le sujet de l'interopérabilité, de la connectivité entre les OD et les PDP, et notamment l'API standardisée. Il y a une version bêta qui est sortie.
Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et quel va être, est-ce que ça va être obligatoire de l'utiliser? Est-ce que c'est plutôt une recommandation qui est le fruit de travaux communs? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Absolument. On a travaillé sur ce sujet d'interopérabilité. On a décidé de ne pas rendre obligatoire l'usage de ces API de manière générale pour une raison simple, c'est qu'on parlait de 91 PDP tout à l'heure. Dans ces 91 plateformes, il y en a un certain nombre en réalité qui n'auront jamais utilisé ce type de connexion. Donc le rendre obligatoire, comme d'autres choses, comme la connexion à PayPal, qui est un standard absolu et qui va être utilisé par quasiment tout le monde, mais qu'on ne veut pas non plus rendre obligatoire pour la même raison. C'est-à-dire, c'est augmenter finalement le billet d'entrée pour devenir plateforme agréée, alors même que vous risquez de ne pas avoir utilisé ces fonctionnalités dans un fonctionnement. Et dans un monde dans lequel nous, on exige qu'il y ait une diversité de modèles économiques, de modèles technologiques, qui aillent de la gratuité jusqu'à des modèles très poussés, on ne veut pas forcer trop sur le bloc central qui permet de devenir plateforme. Donc on a, ceci dit, il y a énormément de gens qui ont travaillé à l'élaboration de cette API et qui sont engagés à l'utiliser et qui vont l'utiliser. Et donc du coup, ça va devenir le standard, mais plutôt d'un aspect commercial, le standard du marché, plutôt que de devenir complètement une obligation. Alors, j'entends totalement ce retour. Moi, j'y vois juste un frein d'un point de vue pratico-pratique, c'est-à-dire que même si dans les usages, toutes les PDP n'ont pas vocation à communiquer entre eux, si demain j'ai un client qui a besoin de facturer un autre client sur une PDP avec lequel je ne suis pas interopéré parce qu'il n'y a pas cette obligation généralisée, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de solution de repli, si ce n'est se connecter. Et se connecter, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Comment on traite ces flux, le temps d'un raccordement effectif? Mais c'est pour ça que, d'abord, on pourrait les traiter autrement, mais ce serait coûteux. Mais c'est aussi pour ça que, très clairement, tout le monde va sur PayPal. La question de celui qui ne va pas sur PayPal, c'est quoi? C'est, en fait, moi, je n'expose pas, parce que je suis une PDP qui fait que de l'interne, que de l'intragroupe, par exemple, et donc je n'ai pas à me raccorder à d'autres gens, ou en tout cas pas directement, parce que, par exemple, je ne fais que de la facturation à l'extérieur, et je suis connecté à un autre opérateur de dématérialisation historique EDI, par exemple, sur ces sujets-là, et donc je n'ai pas le besoin de me raccorder sur le sujet. En fait, la seule obligation ils sont obligés quand même d'être capables de se raccorder à quelqu'un. C'est une des obligations pour devenir plateforme. Donc ça veut dire que soit ils se raccordent à quelqu'un d'autre, mais en fait, il faut que ça corresponde à un enjeu de filière, par exemple, spécifique, qui existe, qui est extrêmement contraint, spécifique, etc. Soit ils se raccordent à PayPal, et c'est le cas général. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de mystère sur le fait que c'est le modèle. Je vois que le temps file. Non, mais c'est moi qui ai posé la question. Je me tire une balle dans le pied moi-même. Non, je voudrais clôturer cette table ronde en parlant un petit peu plus de l'avenir et d'avoir devant votre vision, Damien, sur en fait, l'impact que la réforme va avoir sur le cabinet, sa transformation digitale, l'évolution de la profession, des profils qui vont se développer au sein des différents cabinets du métier. Oui, alors ça va avoir un impact évidemment sur la digitalisation des cabinets, mais qui sont déjà pas mal digitalisés. On intègre des flux depuis longtemps, même si c'est une étape, c'est une marche complémentaire. Ça va aussi avoir un impact sur la digitalisation de l'économie d'une manière générale. C'est-à-dire que c'est aussi nos clients qui sont concernés. Et en ça, je pense qu'il faut, si on prend un tout petit peu de recul, se dire que c'est une étape importante pour l'économie française et pour les entreprises françaises. Ça marche déjà en Italie, on va pas faire tout le panorama, hein, mais les Belges y passent au 1er janvier 2026, ça marche, je crois, aux Pays-Bas aussi. Et donc, ne pas le faire, et ça c'est ce qu'on dit quand même aux organisations patronales notamment, ce serait prendre un risque en fait que finalement l'économie française elle soit en retard par rapport à une économie européenne. Voilà, ça c'est quand même un point important. Donc nous, on est là en tant que cabinet pour accompagner cette mutation. On l'a déjà pas mal évoqué. C'est vrai que ça va avoir des impacts sur la mutation des compétences, mais c'est vrai qu'on se disait en aparté, est-ce que c'est vraiment intéressant pour les collaborateurs de cabinet d'appeler les clients pour dire il me manque la facture? C'est franchement ce qu'il y a de pire, je pense, dans le métier. Et quand on parle en même temps d'attractivité, on peut se dire qu'on a une chance qu'avec cette généralisation, et si tout fonctionne bien, il y a certaines tâches qui n'ont aucune valeur ni pour le client ni pour les collaborateurs qui soient supprimées. Et donc, par contre, il va falloir, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, il va falloir investir davantage sur le contrôle de données, sur le fait de rapprocher, de passer, ce que j'aime bien cette formule, d'une comptabilité d'échéance à une comptabilité de flux, pour revenir plus facilement vers nos clients, plus régulièrement, avec de l'information de gestion dont ils ont besoin en fait. Donc ça va nous aider quelque part à nous rapprocher des problématiques opérationnelles et un peu moins de la conformité. En tout cas, c'est l'espoir qu'on a, et donc on compte sur vous pour que ça fonctionne bien, parce que c'est vrai que c'est pas important. Voilà. Dit-il en regardant à la fois à droite et à gauche. J'ai regardé des deux côtés. Ouais. Mais nous sommes complémentaires autour de cette table, et merci beaucoup pour ces éclairages.
D'un point de vue, du coup, accompagnement, communication, que ce soit au sein du cabinet, les collaborateurs, les associés ou même les entreprises, c'est quoi vos préconisations? Qu'est-ce que vous prévoyez de faire peut-être au niveau de l'ordre pour finir et ensuite peut-être au niveau de l'administration? Peut-être Damien, si vous voulez. Je vois le temps qui file, donc je vais faire une réponse courte. Alors oui, au niveau de l'ordre, il y a une campagne de communication qui est prévue. Donc elle est imminente, cette campagne de communication. Et je le redis, hein, pour ceux qui n'auraient pas noté les dates la première fois, du 17 au 19 septembre, on a le congrès à Lyon. Ça va être un moment important parce qu'on sera à maturité sur un certain nombre de sujets. Et donc on a des grandes conférences, on a prévu des conférences avec un effectif de plus de 1000 personnes sur ces sujets spécifiques. Comment je choisis une PDP, où on en est. Je sais que Sébastien Ravineau sera aussi parmi nous à ce congrès-là. Donc une campagne institutionnelle. Et puis après, dans les cabinets, je pense que n'hésitez pas à aller sur IFAC Expert, qui est le centre de ressources sur la facture électronique sur le site de l'ordre, à vous approprier. En fait, il y a énormément de choses. Il y a des fiches sectorielles, il y a des guides méthodologiques pour sa stratégie interne, et il y a des guides sectoriels pour les clients. Organiser des cycles de conférences pour vos clients. Enfin voilà, plus on sera à porter le message, plus on sera efficace. J'ai pris 1 minute, c'est splitté le temps en 2. Coupé en 2. Sébastien, je vous en prie. Alors oui, on va. En fait, depuis le début de l'année et depuis l'automne dernier, on a vraiment essayé de faire évoluer le discours pour le rapprocher des pratiques des entreprises. Pas seulement le discours, d'ailleurs, on a travaillé sur les pratiques, sur les textes, sur les formats. L'objectif, c'est de se rapprocher de quelque chose qui est concret sur les entreprises, de rôder un peu la manière de tester un peu les choses pour que ça soit le mieux pris possible par l'entreprise et qu'elle s'y retrouve bien. Aujourd'hui, je crois qu'on est prêt, donc à partir de septembre, on va un peu continuer ce travail-là, mais avec des nouveaux outils de communication, des kits qui vont être transmis dans une communication articulée avec les offreurs de solutions, avec les partenaires, etc. Parce qu'on croit pas mal à ça, de chacun prenne sa place pour que l'entreprise soit bien accompagnée. Et puis une grande campagne pour le coup plus publicitaire, télé, radio, etc. Mais plutôt à partir de la toute fin de l'année, voire janvier 2026, pour être au moment où les TPE-PME le bas de spectre va faire ses choix. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Timing parfait. Merci pour cette intervention, messieurs. Et bon compte attaque.